Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, chroniqueur phare sur France Inter, connu pour ses sketchs sur la dépendance affective, titre de son premier spectacle. Avec plus de 330 000 abonnés sur Instagram, il nous délecte de son anxiété, plus émancipé, cela dit, dans son spectacle intitulé Irréprochable et dont il vient nous parler. Vous l'avez compris. Après ses dates à l'Olympia, Tristan Lopin vient nous parler de son one-man show en tournée en France et en Europe et qui se joue à l'Européen à partir du mois d'octobre prochain. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité aujourd'hui en direct live sur nos plateformes streaming sur radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et ça, c'était obligé. Bonjour. Ça, c'était obligé. Bonjour, j'adore cette chanson. Eh bien, on va le voir dans cette émission que vous aimez beaucoup cette chanson, Tristan Lopin. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je suis enchantée, je suis très heureuse et je vous aime beaucoup. C'est vrai. Donc non mais voilà, on dit les choses sans phare dans cette émission. Je vous aime beaucoup. J'ai appris à vous découvrir il y a quelques temps maintenant, mais encore plus depuis que je vous ai vu à l'Olympia. Ouais. Grandiose, standing ovation. On va en parler dans un instant, mais d'abord, qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Oula. Le début, toujours le début. Tristan Lopin, vous êtes né le 20 mai 1987, vous grandissez à Paris avec vos deux sœurs, si je ne m'abuse, je ne sais pas s'il y a encore d'autres frères et sœurs, et vous n'avez comme expérience exotique, dites-vous, dans votre biographie, qu'un bref détour par le 93 à Noisy-le-Grand, où vous vivez 6 années, un vrai Parisien, dites-vous pure souche, je crois que vous en parlez même dans votre spectacle, en vous insultant un petit peu. Qu'en dites-vous de vos origines ? Bah non, c'est ça. Moi, j'ai des parents qui sont nés à Paris. Je suis né à Paris. Ah oui, pure souche. C'est vraiment pure souche, ouais. Donc oui, parisien. C'est pour ça que je disais dans le spectacle que je suis vraiment un vrai connard, quoi. Donc je juge les autres, dès que je le peux. Vous avez grandi donc à Paris. On l'a vu avec un petit détour évidemment par la banlieue proche. Quel genre d'enfance vous avez eu aux côtés de vos parents et de vos sœurs ? Comment vous avez grandi et vous vous êtes développé ? Oh là là, vaste programme. Vaste programme. J'étais un petit garçon très timide, moi. Vraiment très renfermé sur moi-même. J'avais assez peu de copains à l'école. J'avais même plutôt des copines. Et non, j'étais un petit garçon, je mangeais très lentement, je prenais je prenais très peu de place, pardon. Et c'est plus tard vraiment que j'ai réussi à m'émanciper de ce côté-là, mais non, j'étais un garçon très réservé, ouais. Un peu, ouais. Et vous faites le chemin totalement inverse aujourd'hui, ouais. On est en train de le voir. Vous êtes situé où dans votre famille ? Et je suis le dernier. Vous êtes le petit dernier. Ouais, ok, on va en parler dans un instant, on va parler du cadre familial, mais d'abord on va progresser dans... Ce spectacle, vous allez parler de plusieurs sujets, on va y revenir. Mais très vite, Tristan Lopin, et comme notre invité d'hier, le dramaturge Adrien Raca, le dit, le cinéma vous passionne. Vous rêvez de devenir réalisateur et vous allez tout faire pour y arriver. Ouais, je l'ai pas fait du coup. Mais... Oui, mais quelque part... Un peu. On va y venir, évidemment, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites vos vidéos sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il y a cet ADN quand même de réalisateur, de monteur qu'on observe. Mais il y a cette envie-là. Comment elle naît, cette envie de la réalisation ? Un film, un projet ? C'était surtout de raconter des histoires, en fait, parce que mes parents m'emmenaient beaucoup au cinéma. Ils ont toujours été passionnés par le cinéma. Et donc, ils m'y emmenaient beaucoup. Et j'étais toujours fasciné de voir des histoires avec des personnages qui n'étaient pas proches de moi ou quoi, et de me dire mais en fait ça crée un lien avec des univers qui sont pas les nôtres, et du coup ça crée du lien entre les gens. Et moi je pense que comme j'étais un petit garçon très renfermé, que j'avais du mal à exprimer ce que je ressentais, et ben je me suis dit mais en fait moi j'ai plein de choses à dire mais j'ai pas le sentiment d'avoir les mots pour les exprimer, et donc le cinéma, je me suis dit mais c'est une vraie porte d'ouverture vers l'extérieur. Donc comme j'adorais y aller, je me suis dit on peut raconter n'importe quoi en fait, et en plus je peux même me raconter sans forcément être dedans, parce que du coup je peux faire jouer ça à des gens, utiliser les mots et les faire dire par d'autres. Donc je trouvais ça, je me suis dit mais c'est idéal. Et vous dites créer du lien entre les gens, c'est ce que vous faites aujourd'hui, et on le voit notamment quand on regarde le public qui vient vous voir sur scène. Ouais. On a la sensation forte que c'est vos amis, votre famille, des gens qui vous aiment et que vous avez aidé quelque part. J'espère que ce que je fais peut en aider certains. Ouais. Après, je pense que c'est beaucoup des gens aussi qui du coup me suivent aussi. Maintenant, les réseaux sociaux sont liés quand même beaucoup à notre métier. Donc les gens me suivent et il y a une espèce de
Enfin, je crois que je suis quelqu'un d'assez sympathique et du coup je le suis aussi sur Internet. C'est un côté très naturel chez moi que je trouve très agréable d'entretenir avec les gens. Et je pense que du coup, quand les gens viennent voir le spectacle, ils ont le sentiment, en tout cas, de me connaître comme si j'étais avec eux toute la journée. Mais on va y venir, mais on progresse encore. Alors après un an en langue étrangère appliquée pour rassurer vos parents, vous allez intégrer l'ESRA, l'école de cinéma, pour y apprendre le métier donc de réalisateur. On en parlait. Et vous allez réaliser 2 courts-métrages. C'était quoi ces courts-métrages et quels étaient les thèmes qui étaient importants et chers à votre cœur? Alors, le premier, c'était une comédie. Et franchement, c'était loupé. On va pas se le cacher. Ça s'appelait Noces de perles et c'était sur un couple de quadras qui ça marche plus, quoi. Et je me souviens même plus de la fin du film, c'est vous dire que c'était pas, voilà. Ça reste un des sujets, un des thèmes que vous préférez, bien finalement. Sûr. Mais une comédie pour un premier court-métrage, c'est touchy, parce que la comédie, déjà, c'était touchy. Enfin, c'est souvent loupé, quand même, hein, on peut le voir. Ouais. Et donc, pour un premier court-métrage, c'était quand même loupé. Généralement, on fait du drama pour le premier. En tout cas, il y a un truc... En fait, c'est plus facile, hein, entre guillemets. En tout cas, c'est très difficile de faire rire les gens plutôt que de les faire pleurer. Enfin, les pleurs arrivent quand même plus facilement que le rire, je trouve. Et vous direz que vous faites quoi, vous? Moi, je fais rire avec des pleurs. Ouais. On va y venir. Voilà. Vous partez alors faire votre 4e année d'études à New York et vous commencez à travailler dans le milieu du 7e art comme costumier et accessoiriste. Comment vous êtes passé des caméras au tissu? En fait, j'ai réalisé du coup ces 2 courts-métrages. Je suis parti à New York et en fait, à New York, on m'a proposé, on avait des stages, etc., des offres de stages, voilà. Donc j'ai eu des cours un peu là-bas et en fait, on m'a proposé d'être costumier et accessoiriste et moi, en fait, on ne devient pas réalisateur du jour au lendemain. On a forcément des petits boulots dans d'autres branches du métier pour apprendre à se faire connaître et se frayer un chemin. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Moi, j'aime bien habiller les gens, j'aime bien et du coup, je me suis mis là-dedans, quoi. Et comment on vous propose ça, en fait? Comment ça arrive? C'est arrivé, je pense, dans le cadre de mes cours. Il y avait un peu des offres dans les écoles comme ça. Il y a toujours des offres de stage. Et c'est arrivé comme ça. Et après, j'ai rencontré quelqu'un sur le tournage qui m'a proposé un autre tournage, mais à Paris cette fois. Et du coup, je suis rentré à Paris un an après pour... Et vous rentrez à Paris, vous allez vous faire remarquer pour votre talent de conteur. Vous allez commencer à écrire des chroniques sur les relations amoureuses et ce sera même publié. C'est votre sujet préféré, les relations amoureuses? Ou cela a été? Cela a été, ouais. Moi maintenant, mais oui, ça a été beaucoup de ma vie, hein, avec mes potes, etc. On a beaucoup parlé, on a beaucoup débriefé de ça parce que j'ai eu beaucoup d'histoires pas d'histoires de merde d'ailleurs, c'est pas vrai, je suis vache, mais j'ai eu beaucoup d'histoires compliquées, mais parce que moi je vis les choses très intensément. Et alors, vous allez faire la rencontre d'une personne qui va vous pousser lors d'un tournage de court-métrage. Cette personne, c'est Bérangère Krief. Bérangère Krief. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Bérangère, elle était sur scène à ce moment-là, dans son premier spectacle. Elle n'avait pas encore joué dans Bref. C'était vraiment genre 6 mois avant, je pense. Et avec Yann Kojandi sur Canal+. Et en fait, elle lit justement des chroniques que j'avais écrites pour mon blog de potes, voilà. Et on s'entend hyper bien. Et elle me dit, mais avec ton énergie, tu devrais trop monter sur scène. Et moi, c'était vraiment pas... J'avais fait un peu du théâtre quand j'étais au lycée, mais c'était pas du tout quelque chose auquel je pensais. Et en fait, l'idée commence à germer et la suite... Et vous vous êtes dit, pourquoi pas? Vous l'imaginiez pas forcément. Et alors, vous allez quand même pousser, entre guillemets, ce petit pavé dans la mare lancé par Bérangère Krief, parce que vous allez faire une école. Alors, je ne savais même pas que ça existait. C'est l'occasion d'en parler parce que les auditeurs qui nous écoutent, ça peut aussi les intéresser puisqu'on fait découvrir aussi beaucoup de talents dans cette émission. Vous allez vous inscrire à l'école du One Man Show où vous allez suivre des cours pendant 2 ans. Moi, je connais une école de radio. C'est ce que j'ai fait. Mais parlez-nous de l'école du One Man Show. Alors, c'était plus pour avoir des cours une rythmique, parce qu'en fait moi j'y allais qu'une fois par semaine, donc c'était vraiment, c'est pas non plus des cours, ils ont des formules très intensives. Moi c'était vraiment un truc juste pour avoir un cadre de travail en me disant en fait d'une semaine sur l'autre il faut que j'écrive une chronique, enfin il faut que j'écrive sur mon sketch, il faut que je bosse sur l'interprétation, etc. Donc ça me donnait un cadre de travail en me disant je vais voir, et puis c'était un truc un petit peu une solution alternative parce que le cinéma, du coup moi j'avais fait d'autres projets en France, mais c'était un milieu qui commençait un peu à me peser parce que c'était vraiment une ambiance qui est parfois un peu pesante, et du coup je me suis dit je vais faire ça parce que moi ça me permet de voir autre chose, et il s'est avéré que j'ai fini par faire carrière là-dedans, mais à la base c'était plus pour voir en fait, hein.
Mais c'était surtout pour donner une espèce de dynamique de toutes les semaines. En gros, je vais bosser sur un texte. Faut que j'écrive quelque chose pour me pousser un peu, quoi. Parce que moi, sinon, je peux procrastiner rapidement. Et c'est clairement ce que vous allez faire. Et encore une autre rencontre, parce que la vie est notamment dotée de rencontres, évidemment, quand le succès arrive. Une autre rencontre avec quelqu'un qui va vous mettre vraiment au défi. Cette personne, c'est Yoann Chabot. C'est qui, Yoann Chabot? Et il a remplacé mon prof de théâtre de l'époque. Et donc, il l'a remplacé. C'était le premier metteur en scène de Bérengère. Donc, moi, je le savais. C'est le fruit du hasard? Ouais, complètement, parce qu'il me l'a même pas présenté comme ça, et moi je lui avais jamais dit que j'étais venu grâce à elle. Puis je la voyais moins à ce moment-là aussi. Et lui, il m'a vu, mais le premier jour, il m'a vu sur scène. On était en cours, donc il y avait tout le monde qui était là autour, et il m'a dit, je sais pas si tu cherches à monter un spectacle vraiment, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient là. En plus, c'était une fois par semaine, donc c'était vraiment un peu dilettante, quoi. Plus pour le fun. Mais si tu cherches à monter un spectacle, moi, ça m'intéresse de te mettre en scène. Et ce spectacle, il me semble que c'est Il craque sur vous au moment du Nutella? C'était un sketch où je parle, où je mange du Nutella. Au moment du Nutella, vous mangez du Nutella, mais on vous entend surtout parler de ce que vous nous confiez tout à l'heure, les histoires de potes, de potes que vous adorez mettre en scène. Et donc, petit extrait. Non, mais ça fait 8 mois, Anna. Donc maintenant, tu quittes sa page Facebook, t'enfiles un manteau, tu sors de chez toi. Allez, bisous. Bisous, salut. Elle me fatigue. Elle n'arrête pas. Mais ça, vous savez, Anne, elle est comme ça, elle s'attache trop vite. Et ça c'est parce qu'elle est cancer. Moi aussi parce qu'elle est moche. Mais moche, elle pique les yeux, c'est terrible. Cet extrait, il est fantastique, évidemment. C'est un des spectacles qui vous a fait vraiment connaître Tristan Lepin, vous diriez. Bah, bien sûr, ouais. Honnêtement, on peut que rigoler en entendant ça, parce qu'on pense toujours à quelqu'un qu'on a dans son entourage et on se dit, punaise, elle nous fait un flan, et en fait, on comprend pourquoi. C'est un grand sujet, la pâte à tartiner dans votre vie. C'est beaucoup... on se console beaucoup avec ça, j'ai l'impression. Ouais. Vous avez dit sur Twitter, je crois, je viens de commander un goûter, une gaufre au Nutella ou un verre avec un verre de rosé. Clairement, je fais une période de ma vie où j'ai du mal à faire des choix. Mais dans ma vie de manière générale, j'ai du mal à faire des choix, c'est vrai. Et le rosé et la pâte à tartiner, c'est deux trucs qui vont très bien ensemble, en fait. Alors, on va venir à une date qui est importante, parce que j'ai évidemment défriché tout ce qui s'est passé dans votre vie, en tout cas officiellement. Le 8 janvier 2015, vous commencez à jouer votre premier spectacle, Tristan Lepin, Pense comme une nana, au Théâtre Le Bout, en programmation régulière, puis à la Comédie des Trois Bornes. Très vite, vous allez afficher complet. Mais avant d'expliquer comment vous avez connu ce succès, les Trois Bornes, vous montez sur scène pendant une période qui est quand même très dramatique. On est en pleine période des attentats en France. C'était le lendemain des attentats chez Charlie Hebdo. Comment vous réussissez à monter sur scène? Honnêtement, franchement, je saurais pas vous dire, parce que je me souviens très bien, donc le 7 janvier, évidemment dramatique, et le lendemain où moi j'avais ma première date, où j'avais du coup plein de proches qui étaient là, parce que c'était clairement des gens qui étaient proches de moi, qui étaient venus, et il y a vraiment ce truc de je savais pas trop comment ça allait se passer, et je pense que j'ai pas de souvenir, j'ai peut-être fait un petit peu un blackout d'ailleurs, mais ça s'est bien passé, mais toujours avec cette idée de comment est-ce qu'on rigole maintenant, comment est-ce qu'on arrive à faire rire des gens. Déjà, c'était pas mon métier à la base, je commence, et en plus un lendemain de jour terrible. C'est un souvenir que j'ai un peu effacé de ma mémoire, je crois. Vous l'avez effacé, mais ça reste un moment quand même compliqué, en tout cas pour les gens qui viennent vous voir. Peut-être aussi qu'à ce moment-là, le succès vient parce qu'on se dit on a besoin de ça. C'est un moment qui est terrible, et pourtant on s'oblige à aller sur scène pour aller rire, sourire, dans une période où la France a connu un moment assez critique. Et alors le bouche à oreille, il va fonctionner. Et en parallèle, vous allez vous découvrir une autre passion, on l'évoquait tout à l'heure, c'est les pastilles humoristiques sur Insta et sur YouTube. Ouais, c'était surtout pour faire de la promo au début. Parce que je me suis dit, j'ai fait une école de ciné, comment est-ce que je peux me servir de ça? Et je me souviens très bien, c'était à l'été 2015, justement, j'étais en vacances dans une maison que mes parents avaient louée, dans le Lot, et ils sont tous allés au marché, mes nièces, mes parents, mes sœurs, etc. Et j'étais devant deux figurines, une de la Reine des Neiges, il me
semble, et une autre genre de, je sais pas, de La Belle au Bois dormant, un truc comme ça. Et j'ai commencé à les faire bouger ensemble, et j'avais juste posé une GoPro, et puis après je l'ai monté, et c'est comme ça que le truc est venu. Parce que je me suis dit, en fait, je pense que pour remplir ma salle, en dehors du fait que, oui, les gens vont en parler un peu entre eux, mais une fois que tout mon cercle d'amis, de proches, etc., ou de gens que je paye sera venu, et à un moment donné, je vais me retrouver un peu le bec dans l'eau, et en fait, au début, on paye les salles pour jouer dedans. Enfin, c'est quand même un sacrifice, et on prend beaucoup de temps pour faire de la promo et tout, afficher dans la rue, enfin, ça demande beaucoup d'énergie, et je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen de me faire connaître par un spectre plus grand de gens, quoi. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire des vidéos. Et donc, c'est comme ça que vous avez décidé de faire ça. Vous allez devenir un artiste 2.0, puisque vous allez aussi en même temps élargir aussi votre champ d'action avec plus de sujets traités que sur la scène. Il y a aussi cette vocation de parler d'autres choses, parce que vous êtes nourri de plein de sujets, forcément du quotidien, de l'actualité qui vous inspire. Bien sûr, et puis qu'à l'époque, le spectacle était vraiment tourné, donc il s'est rapidement appelé Dépendance affective, donc il y avait vraiment quand même un sujet... Voilà, très... Vous l'avez renommé, en fait, votre premier spectacle. Au début, c'était Tristan Lepin pense comme une nana. Ouais, je l'ai renommé Dépendance affective. Donc, il y avait plein de sujets desquels je ne pouvais pas parler dans ce format-là. Et les réseaux sociaux, les vidéos m'ont permis d'aborder des sujets d'actualité qui ne sont pas forcément intégrables dans un spectacle comme celui-là, quoi. Et justement, aujourd'hui, vous êtes chroniqueur sur France Inter, qu'on embrasse évidemment. Comment France Inter arrive à vous? À quelle période? Bien plus tard, récemment? Ah, c'est assez récent, France Inter, c'était il y a quelques mois. Ouais, c'était il y a un an. Ils sont venus voir le spectacle et en sortant, ils m'ont dit du coup, ça t'intéresserait de faire des chroniques. Et moi, en fait, j'étais là, mais en fait, depuis le début où j'ai commencé à faire des vidéos, à parler de sujets d'actualité, etc., je n'attendais que ça, en fait. Donc j'ai cette volonté. J'étais vraiment. Je suis arrivée trop tard, Tristan Lepin, je suis énervée. Ah ouais, là un peu. Mais non, moi je me suis pas du tout caché derrière peut-être, on pourrait s'en reparler. Direct, je lui ai dit non mais oui, évidemment, j'attends que ça en fait. Donc oui, c'était assez récent quand même. Et donc en 2017, vous présentez ce fameux nouveau spectacle, Dépendance affective, donc reformulé sur une séparation toute fraîche de 8 ans, ça fait beaucoup sourire. Vous présentez aujourd'hui votre nouveau spectacle Irréprochable dans plusieurs salles parisiennes et en tournée dans toute la France. D'abord, je voulais vous dire bravo parce qu'il y a des petites salles et c'est beau de voir que vous faites l'Olympia et qu'ensuite vous allez poursuivre avec des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer l'Olympia et qui viennent vous voir et vous êtes proche du public, donc c'est ce qu'on ressent. L'amour, ça reste un sujet bien sûr d'actualité sur scène, mais on voit, bien évidemment, on vous le dit et tout le monde vous le dit en ce moment, un spectacle plus personnel. Ah oui, carrément. Ouais. C'est un spectacle que j'ai écrit pendant le premier confinement, donc j'étais confronté, moi seul, à moi-même, face à moi-même dans mon 25 mètres carrés, donc j'ai fait le bilan sur... C'est toujours 25 mètres carrés? C'est plus 25 mètres carrés, je les ai un peu agrandis. Merci France récemment. Inter. C'était avant France Inter, si je peux me permettre, mais oui, j'ai un peu agrandi, et non, je l'ai écrit, j'étais dans le dur, et je me suis dit, quitte à écrire un autre spectacle, je vais faire un truc qui est très honnête, quoi. Et on le voit parce que le succès est là, au-delà du fait de voir que, évidemment, les salles, enfin la salle à l'Olympia, ou en tout cas moi je suis venue, était pleine à craquer pendant les 3 jours de ce mois de janvier. Eh bien on voit que, je vous le redis, le public, vraiment, il y a une espèce d'essence assez particulière que j'ai rarement vue dans une salle, comme si vous faites partie de leur famille, parce que peut-être aussi vous avez aidé ces gens pendant le confinement qui avaient cruellement besoin de vous. Comment vous vivez ça et est-ce que vous êtes proche du public et vous vous sentez proche d'eux en tout cas? Je vis ça, je suis très heureux de ce qui se passe évidemment. Après il y a toujours un gap entre évidemment l'image qu'on a l'impression de renvoyer aux gens, celle que les gens ont de nous. Donc moi je me sens très proche des gens évidemment parce que sinon je ferais pas ce métier en fait. Quand on n'aime pas les gens, on monte pas sur scène. Enfin je pense pas, ou alors c'est pas une bonne idée. Et après il y a toujours ce truc aussi on est obligé d'imposer un peu une distance aussi parce que du coup on a un rapport qui est très proche et en même temps on a besoin pour se protéger et surtout dans des spectacles comme ça qui sont quand même très intimes. Les gens évidemment on est là pour se livrer. Après tout est mis en scène, tout est romancé, pas tout mais il y a des trucs qui sont romancés aussi et du coup je pense qu'il faut aussi se protéger en gardant une espèce de distance pour dire je suis là, on est là ensemble mais il y a des moments choisis justement pour être ensemble et c'est ce spectacle. Tristan Lepin, dans ce spectacle, vous parlez de harcèlement à l'école et du viol que vous avez subi à 13 ans avec quelqu'un qui était majeur, qui avait une trentaine d'années, avec tellement d'autodérision et à la fois d'émotion qu'on se demande comment vous réussissez à prendre de la distance entre vous et vous petits.
Ça a été un long processus, hein. C'est arrivé, j'avais 13 ans, j'en ai 35, donc j'ai écrit le spectacle j'ai commencé à l'écrire à 2 ans. Donc ça a été très long et en fait c'est plus arrivé pendant cette période de confinement justement où moi je sortais de 2 histoires d'amour très compliquées, dont une qui a été assez courte mais qui m'a mis vraiment dans le noir, hein, vraiment dans le noir, quoi. Et d'un coup je me suis dit mais c'est pas possible, en fait je peux pas être autant dans le noir juste à cause de ce garçon-là. Il a forcément réveillé quelque chose en moi et j'ai commencé à écrire et en fait le viol est ressorti très clairement parce que c'est quelque chose de toute façon qui teinte la vie de quiconque, comme tous les drames qui peuvent traverser la vie des gens. Et je me suis dit, et j'ai commencé à écrire, mais j'ai commencé à écrire de manière très pragmatique, quoi. Vraiment, il y avait un truc, mais comme je le fais à chaque fois, en fait, hein. Donc, en fait, j'ai commencé à coucher sur le papier ce dont je me souvenais. Et en fait, c'est que après que j'ai incorporé des blagues, quoi. Mais tout est, si on réfléchit dans le sketch où les gens rient beaucoup, hein, il n'y a pas tant de vannes que ça, en fait. Ouais. C'est plus l'absurdité de la situation et les réflexions que je fais dessus qui sont drôles, quoi. Et une manière d'en rire, vous dites que vous avez été, entre guillemets, hein, je mets vraiment le guillemet, indemnisé, si on peut appeler ça comme ça, de 5 000 € pour ce viol, soit le double de l'opération de la patte cassée de votre chat, un demi-viol, vous dites. Il y a ce côté très pince sans rire, entre guillemets, très grinçant, à la fois un humour noir qui est différent de votre premier spectacle, qui est tout à fait assumé à la fois. Est-ce que vous avez hésité à parler de cela et comme ça ? J'ai hésité à parler de ça. J'ai pas hésité à en parler comme ça parce que je me suis dit s'il faut en parler, il faut y aller, en fait, franchement, et faut être dans le dur et faut pas ménager les gens. J'ai hésité à en parler. J'ai pas hésité à en parler. Je me suis juste dit, là, on va passer un cap un peu différent. Et puis, j'appréhendais surtout la réaction des gens. Parce que j'avais tellement une image, ce premier spectacle, qui était très solaire, très bienveillante, etc. Et que là, j'arrive quand même avec mes gros sabots et je ménage pas les gens. Enfin, vraiment, j'y vais fort. Il y a des phrases qui sont un peu vénères et tout. Et je me suis dit, comment est-ce que les gens vont appréhender ça? Mais je me suis toujours dit, si j'en parle, par contre, je vais y aller. Y aller franco. Ouais. On va continuer à en parler franco dans cette émission. Si vous voulez connaître aussi la vraie histoire du cocard de Tristan Lopin, il faut aller voir votre spectacle Irréprochable. C'est en tournée, bien sûr, en France et en Europe. Et puis en octobre, à l'Européen. Vous restez avec nous, on continue cette émission, bien sûr, dans un instant. Également avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. Reste avec nous. Cyrielle Sarah Cohen. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Tristan Lopin, pour son spectacle Irréprochable. Et donc on s'est quitté un petit peu avant la pause, Tristan Lopin, en parlant de ce spectacle. D'ailleurs, je voulais revenir, pourquoi Irréprochable? Alors que je dirais que vous avez plus tendance à parler de vos névroses et de cette anxiété sans doute qui fait qu'on vous aime pour ces failles en 3D où on peut s'identifier aussi. Irréprochable parce que j'ai longtemps joué à l'être quand j'étais adolescent. J'étais un garçon très pas lisse du coup, mais je jouais à l'être, en tout cas à pas faire de vagues, etc. Et je me suis aperçu assez récemment qu'en fait on était beaucoup plus heureux quand on faisait pas forcément en sorte de l'être, quoi, et de se libérer, de pas être irréprochable, de savoir dire non, de savoir dire j'ai pas envie. En fait, de faire un peu ce qu'on a envie de faire. En fait, on est plus heureux comme ça. Ouais. C'est assez fou ce que vous êtes en train de dire, parce que pour vous qui adorez la réalisation de très jeune et qui voulez jouer finalement, vous jouez dans la vie. Et aujourd'hui, vous décidez de plus jouer, mais vous continuez puisque vous êtes sur scène en jouant. Ouais, non, mais je suis très compliqué. Hein. C'est un vrai bordel là-dedans, franchement. Est-ce que vous avez reçu des témoignages, Tristan Lopin? Je suis sûre que oui, évidemment, mais des témoignages par rapport à ce spectacle, au fond, il y a tous les sujets que vous évoquez. Bien sûr, oui, j'ai eu plein de retours. Les gens sont très bienveillants déjà, et puis souvent sont contents que quelqu'un finalement
parle de ces sujets d'agression sexuelle, etc., de viol, sur un autre ton que enfin voilà, souvent c'est dans des sujets, sur des émissions de télé, du coup c'est très très lourd, ou d'un coup le truc est très deep, etc. C'est des là, témoignages, des gros témoignages. Voilà, des gros témoignages, et là c'est un témoignage, mais on peut aussi en rire en fait. Après je prends le parti de rire de ce qui m'est arrivé moi, je fais pas de généralité, mais du coup les gens sont assez soulagés de dire en fait voilà, c'est un peu intense parce que les gens souvent s'y attendent pas. Enfin, au début du spectacle, en tout cas, on n'en parlait pas forcément dans les médias. Mais les gens sont rassurés de dire, ok, on peut aussi rire de ça. Moi, ça m'est arrivé. Et je pense que ça libère la parole aussi d'une autre manière que juste aller témoigner, raconter des détails sordides sur des plateaux de télé ou quoi. C'est pas un truc que je fais dans le spectacle. Vous avez déclaré il faut apprendre à rire de ce qu'on a vécu. J'ai fait le choix de libérer une parole qui me fait du bien. Il y a aussi peut-être aussi l'envie de dire on s'en sort ou de réaffirmer ce qui vous hante encore quelque part. C'est de le réaffirmer. Et puis surtout, en fait, c'est de dire ça fait partie de moi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de fuir quand on est victime de viol comme ça, parce que d'un coup on dit je veux pas que ça me définisse. Et évidemment que ça ne me définit pas entièrement, mais c'est quelque chose qui teinte qui je suis quand même. Et à un moment donné, je me suis dit, le premier spectacle a très bien marché, j'étais très content, et j'avais le sentiment de pas être tout à fait honnête en fait. Et vous savez, c'est comme quand on dit aujourd'hui faire un coming out pour annoncer qu'on est lesbienne, homosexuelle, que en fait et je me suis dit, en fait, on devrait pas avoir à faire ça. Et moi, je me suis dit, ok, c'est quoi le chemin le plus rapide pour dire qu'il m'est arrivé ça et qu'en fait, c'est pas grave. Enfin, que si, c'est grave, mais qu'en fait, ça fait partie de moi, de ma vie, et qu'on peut avancer et que les gens doivent savoir quand même que ça m'appartient, etc. Bon, bah, le chemin le plus précis, le plus rapide, c'est de le dire devant tout le monde, quoi. Tristan Lopin, est-ce que le fait d'être passé par cette épreuve de vie, vous l'avez un petit peu dit quelque part, ça change une vie, ça définit sans définir complètement qui on est, mais est-ce que ça aussi change une sexualité ou un regard sur la vie, clairement, de vivre ça ? Ah ben, un regard sur la vie, oui, bien sûr. Après, je sais, c'est arrivé tellement tôt que je saurais pas dire à quel moment ça m'a chamboulé sur ma perception de la vie, mais j'imagine que oui, ça change beaucoup de choses, sur la manière d'appréhender les relations humaines aussi, hein, les relations amoureuses, tout est teinté. Enfin voilà, mais en même temps, comme chacun, j'ai l'impression qu'on vit tous des choses qui sont marquantes, plus ou moins évidemment, mais qui teintent notre rapport aux autres, etc. Après, il faut juste prendre son mal en patience et se faire aider, aller voir des gens pour parler en fait, pour exorciser tout ça. Le pire, c'est de le garder pour soi. Évidemment, et chacun avec sa sensibilité aussi par rapport aux choses. Certains sont plus armés face à des éléments et des choses qui sont peut-être moins importantes pour d'autres. Mieux entourés. Il y a des gens qui sont pas entourés du tout, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'ont pas du tout rechigné à ce que, à mettre en place des choses pour faire sortir tout ça et aller mieux, etc. Il y a des gens qui sont très mal entourés, faut pas parler de ce genre de sujet. Vous parlez de parents, Tristan Lopin, et je voulais y revenir justement parce que vous parlez beaucoup de votre mère dans ce spectacle avec un peu comme un gimmick, ça va pas plaire à maman. Quelle influence votre mère sur votre vie ? Ma mère, c'est ma mère, hein. Elle a ouais, mais mes deux parents ont c'est juste que ma mère a ce statut un peu plus de bourgeoise, où il y a des choses sur lesquelles il faut rentrer un peu dans les cases, quoi. Donc, il y a des choses dont je sais, comme beaucoup de mamans, dont je sais que ça lui fera plaisir, que si jamais je ramène un mec chez elle et qu'il a une chemise, que il est bien, enfin voilà, qu'il a l'air propre sur lui, qu'il fait un peu genre idéal. Et c'est ce que je dis dans Irréprochable, c'est vraiment ce truc de moi quand j'étais plus jeune, je cherchais à être un peu lisse aussi pour elle, quoi, pour renvoyer l'image de j'ai un petit garçon et il est parfait entre guillemets, quoi, chose qui n'est absolument pas le cas, mais il y avait un peu ce truc là et du coup forcément c'est une référence pour moi, mais comme mon père en est une aussi, mais dans une autre mesure, quoi. Vous pensez, alors vous le dites sur scène et vous laissez cette question en suspens en disant non, pas forcément, mais la question est réelle en tout cas et pas romancée. Vous pensez qu'on hérite des névroses, des angoisses, de l'anxiété de nos parents, ou mais c'est sûr, mais je crois que c'est scientifiquement prouvé, hein. Je crois qu'il y a un truc vraiment je crois qu'on hérite des névroses de ses parents, ouais.
qui ont eux-mêmes hérité des névroses des leurs, quoi. Donc on est vraiment, enfin, plus ça avance, plus c'est la merde, hein, faut le savoir. Dans votre spectacle, Tristan Lopin, vous parlez des droits des homosexuels, vous parlez, ce qui est hilarant, de ce regard encore sur le passé, vous parlez aussi de l'adoption en disant que vous, c'est les seuls, mais troisième des marques, donc pas Instagram, bon, ça c'est un peu moi qui le dis, mais évidemment d'amour avec ces deux séparations avant le confinement, avec ces deux énergumènes, et on se demande comment on peut vous briser le cœur, évidemment. Ils ont vu le spectacle, ces deux énergumènes? Et 1 sur 2. Il y en a un qui a vu le spectacle 2-3 fois déjà, et l'autre qui l'a pas vu, mais qui m'a dit que des proches à lui l'avaient vu et qu'il prenait cher. Mais c'est un pied de nez, ça, pour vous? C'est un pied de nez. Il y en a un. Alors celui qui l'a vu, c'est celui dont je parle, avec lequel je suis resté 2 ans et dont je parle de la maman, de sa maman qui s'est suicidée. Et lui, il l'a vu, mais lui, quand j'ai écrit le spectacle, parce que c'était des sujets qui lui appartenaient aussi, je lui ai demandé l'autorisation de parler de ça, parce que pour moi, je peux pas m'accaparer ce genre d'histoire. Donc je lui ai demandé. Donc il a vu le spectacle, il était tout à fait ok, etc. L'autre, je raconte une histoire qu'on a vécue. Bon, en dehors du fait de dire que c'était quelqu'un de très égoïste et qui m'a fait beaucoup de mal. Je raconte rien de lui de très personnel, etc. Donc, j'ai pas senti le besoin de lui raconter ce que je disais. Il y a des choses qui sont vraies, d'autres qui le sont moins, ou qui sont juste romancées. Mais ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai vu, il m'a dit mais on m'a dit que tu racontais ci, ça, et c'est pas vrai. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a des trucs dont il a même pas conscience, en fait, quoi. Et donc oui, c'est ça qui est aussi intéressant. Vous dites, je suis un putain de Saint-Bernard. Avec le recul que vous avez aujourd'hui, Tristan Lopin, est-ce que le souci n'est pas que vous vous souciez plus des autres, mais pas de ce dont vous avez vraiment envie, vous? Ah ouais, c'est pour ça que j'ai écrit ce spectacle, parce que je me suis rendu compte de ça, que j'étais beaucoup plus à l'aise à répondre aux attentes des autres qu'aux miennes, quoi. Donc je travaille là-dessus. Vous travaillez là-dessus, et vous travaillez sur quelque chose qui est extraordinaire, parce que pour moi, je vous le dis franchement, le clou de votre spectacle, c'est le monologue de l'anxiété. Je pense vraiment pas être la première à vous le dire, sous forme de remise de prix, puisque vous dites qu'il faut la personnifier, cette anxiété, puisqu'on doit vivre avec. On peut faire corps avec ses défauts. Avec ses défauts, avec ses démons, ouais. De toute façon, on vit avec au quotidien, donc moi j'apprends à la gérer au quotidien, et c'est juste que c'est pour ça que je dis qu'il faut la personnifier. Il faut juste, vu qu'elle est là tout le temps, il faut en faire une alliée autant que possible, quoi. Vous dites aussi que l'anxiété fait de pair avec la culpabilité, comme un duo qui ressemblerait un peu à Tintin et Milou, ou encore vous dites que la confiance en soi est susceptible comme une fonctionnaire, ce qui m'a beaucoup fait rire. C'est une ode à la vie, ce spectacle, Tristan Lopin, pour dire que quoi qu'il arrive, on peut s'en sortir. Mais parce que je pense que quoi qu'il arrive, on peut s'en sortir. Il faut juste sortir des grandes rames, et il faut être accompagné de gens chouettes, bienveillants et qui savent ce que vous valez. Pour conclure sur ce spectacle, vous nous permettez aussi de comprendre qu'on passe finalement, comme vous venez de le dire, le reste de sa vie avec soi-même, même si c'est l'angoisse. Et si, comme vous, on a peur de l'abandon ou de l'échec, vous, en tout cas, c'est un succès, j'ai envie de dire. Je le redis, Tristan Lopin, j'ai rarement vu une standing ovation comme celle-là. Tout le monde debout pour vous applaudir. Et j'ai envie de dire qu'il faut retenir et qu'il faut venir vous voir, ne serait-ce que pour vous voir danser. Il y a une vraie vocation, c'est sincère, c'est un appel à Danse avec les stars. Et si vous voulez, on peut appeler Chris Marquez en post-émission. Alors non, c'est bon. En plus, ils m'ont déjà proposé. Mais je tiens pas. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Il faut y aller, Tristan Lopin. Pensez à votre public. Vraiment, je tiens pas. Mais je suis très content de danser sur scène à des moments précis. Mais non, sur TF1, tous les bons samedis soirs, c'est pas pour moi. C'est pas pour vous. Allez, on poursuit cette émission avec toute la culture du moment ou d'avant, selon vos goûts, ce qui pourrait vous plaire. Mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et tout de suite, on part au théâtre avec Hélène Kuttner. Et bien évidemment, puisque vous êtes un bon Parisien, on avait envie de vous emmener à la campagne. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Tristan Lopin et bonjour à toutes et à tous. Un coup de cœur au théâtre, c'est toujours un spectacle qui nous marque, qui nous surprend et que l'on a très envie de partager avec vous, cher Tristan, car dans votre spectacle, le féminisme, l'engagement amoureux, la culture et la différence sont des cordes sensibles qui doivent sonner en chacun de nous. Un mois à la campagne, qui se joue en ce moment au théâtre de l'Athénée, est une pièce d'Ivan Tourguenieff, l'un des plus grands auteurs russes qui la composa vers 1850, 50 ans avant son compatriote Anton Tchekhov. D'ailleurs, on y retrouve pratiquement
les mêmes thèmes. La place donnée aux femmes, leur difficile liberté, le désir de transgresser les codes de l'ordre social, l'émancipation des jeunes gens qui n'en peuvent plus de la morale ancestrale. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous sommes à la campagne, loin de Moscou, et Natalia, l'élégante épouse d'Arkady, un propriétaire terrien, s'ennuie beaucoup. Auprès d'elle, il y a Rakitin, un ami du couple qui est amoureux à peine en secret de Natalia, qui s'amuse avec lui. Il y a sa belle-fille, sa fille adoptive, Vera, une ravissante blondinette, et son fils Kolya, qui est un petit garçon. On discute, on se plaint, comme dans Tchekhov, le médecin de famille est toujours là aux petits soins. On peste contre l'ignorance des paysans brutaux et contre l'éloignement de la capitale Moscou. Bref. Et voilà que survient l'improbable, l'apparition qui va faire tourner les têtes et les cœurs en même temps. Belaïev, un jeune étudiant venu tout droit de Moscou, vient s'occuper de l'éducation du jeune garçon. Alors, il est beau, il est intelligent, il est simple, il est discret, il a tout pour lui. Et très vite, évidemment, la jeune fille Vera le remarque et le prend sous son aile, on s'en doutait. Par contre, Natalia, la mère, en est transie de jalousie, tombe dans une dépression amoureuse jusqu'à trahir son sentiment brûlant pour Belaïev par un aveu qui s'avère de manière surprenante réciproque, puisque le jeune Belaïev avouera la même chose à la femme plus mûre. Alors, ce qu'il y a de formidable dans cette pièce, c'est la modernité, l'audace de Tourgueniev pour nous dépeindre une telle passion qui va à l'encontre de la morale de l'époque, de l'âge, du milieu social. On est chez Marivaux, on est chez Tchekhov, mais aussi on est dans le cinéma chez le réalisateur François Truffaut. D'ailleurs, Clément Hervieux-Léger, le metteur en scène, s'inspirera du cinéma italien des années 50 par justement cette palpitation sentimentale qui bruisse. Les comédiens interprètent cette magnifique pièce avec beaucoup de grâce, de sincérité, dans un décor de tréteaux de bois. Ils sont habillés dans des superbes costumes des années 50. Ils font vivre un roman photo mélancolique, torride à la fois, classique et très moderne, celui du désir amoureux, sans cesse revivifié, des jalousies terribles, des frustrations et des petites compromissions. N'est-ce pas un programme de vie encore très actuel, cher Tristan ? Et on disait en off évidemment qu'Hélène Kuttner avait une voix qui ressemblait à celle de Desperate Housewife, ou alors moi je disais Emma Thompson mélangée avec Julia Roberts. C'est la première fois qu'on se rend compte, on lui dira. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Un mois à la campagne de Tourgueniev, c'est au théâtre de l'Athénée. Et puis tout de suite la chronique émotion de Jérôme Goulon. L'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Tristan. Bonjour Jérôme. Dans cette chronique, on va parler d'artistes que vous aimez. Alors on commence en musique avec l'une de vos chanteuses préférées. Il s'agit de Britney Spears. Je crois que c'est l'une des premières fois que je la joue dans cette chronique. Alors il y a deux albums que vous aimez en particulier. C'est In the Zone, sorti en 2003, et Blackout, sorti en 2007. Vous dites que vous oscillez entre ces deux albums. Alors le premier, In the Zone, il a été un succès commercial, mais la tournée mondiale de cet album, elle a dû être interrompue brutalement, malgré le succès. Le 8 juin 2004, vers 23h30, alors que la chanteuse tourne des scènes de danse avec le rappeur Snoop Dogg dans les rues de New York, pour le clip du single Ultra Juice, elle tombe et se blesse au genou gauche. Vous aurez remarqué mon bel accent. Voilà. Alors sa blessure, elle cause l'annulation du reste du tournage du clip ainsi que la fin de la tournée mondiale de la chanteuse. Problème, un teasing de 45 secondes du clip a été publié sur un DVD de Britney Spears juste avant qu'elle ne se blesse. La production est donc obligée de sortir le clip même s'il est inachevé et qu'il fait donc très amateur. Britney Spears déteste donc cette chanson à cause de ça. Et puis l'album Blackout, pour être un peu plus dans l'émotion, donc sorti en octobre 2007, est lui aussi marqué par de nombreux événements, à la fois heureux et malheureux. Britney Spears en effet connu de bonheur avec la naissance de ses deux enfants, mais aussi des malheurs avec son divorce et sa descente aux enfers. Tout le monde a en mémoire ces photos où elle se rase le crâne en février 2007, et ce sont les difficultés personnelles de Britney Spears qui vont être à l'origine du titre de l'album Blackout, la maison de disques ayant choisi ce titre qui, pour elle, le terme Blackout évoquant l'idée de bloquer toute négativité et de mordre la vie à pleines dents. Vous disiez à l'instant, Tristan, quoi qu'il arrive, on peut s'en sortir, et bien dans ce cas-là, Britney Spears a été un bel exemple. Ah oui, c'est sûr.
Tristan Lopin, j'avais envie qu'on parle de cette musique que l'on retrouve sur scène avec vous. On va poursuivre donc avec une chanson, je pense, particulière pour vous et vous allez nous en parler, Jérôme. Oui, cette chanson, c'est évidemment Trouble in Paradise de Sylvester. Une chanson qui figure à la fin de votre spectacle, Tristan Lopin, et qui a donc forcément une signification particulière pour vous. Alors, Trouble in Paradise, c'est une chanson sortie en 1983 sur l'album Call Me de Sylvester. Sylvester, un chanteur de soul et de disco ayant connu le succès dans les années 1970 et 1980. On rappelle qu'il a notamment été l'auteur du tube planétaire You Make Me Feel, repris par de très nombreux artistes. Mais voilà, le destin a été brisé en pleine gloire pour cet artiste. Au début des années 1980, il apprend en effet sa séropositivité, ce qui à l'époque est une condamnation à mort, en plus d'être une condamnation sociale. Il s'engage alors dans la prévention et continue d'enregistrer des albums. Malheureusement, il meurt en 1988 à seulement 41 ans, un an après son compagnon, des suites des complications dues au sida. Et pour revenir à cette chanson, Trouble in Paradise, en fait, elle évoque justement la lutte contre le sida, une cause qui vous est chère, Tristan Lopin, vous qui faites des maraudes pour lutter contre le VIH. Sylvester avait confié que cette chanson, Trouble in Paradise, je vais y arriver, était son message sur l'épidémie de sida à San Francisco. Les paroles évoquent un amour en sursis, et pour cause, on comprend pourquoi, puisqu'il avouait après que cet amour en sursis était pour les personnes touchées par cette maladie à l'époque. Alors, personnellement ému et touché par le VIH, Sylvester avait donc écrit cette chanson et collecté des fonds pour aider les malades de l'hôpital de San Francisco et sensibiliser la population à la lutte contre cette maladie. Une cause, Tristan Lopin, comme je viens de le dire, qui vous est chère, je crois bien. Oui, comme toutes les causes qu'il y a à défendre et qui sont encore nombreuses aujourd'hui. Mais en tout cas, je travaille régulièrement avec l'association Aide pour mettre en lumière le travail notamment des bénévoles qui font beaucoup de manière bénévole. Donc c'est quand même à noter. Donc moi, si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour ce genre de cause, je le fais avec grand plaisir. Et c'est pourquoi aussi vous avez choisi cette chanson dans votre spectacle ? Alors, j'étais pas au courant de tous les détails de cette chanson. Donc non, pour être tout à fait honnête, c'est une chanson qui m'avait fait découvrir un garçon que j'ai fréquenté très peu de temps, juste après le confinement, et qui me l'avait fait écouter, que je trouvais super. Et en fait, j'étais en pleine écriture du spectacle, et je me suis dit que le timing a fait que je l'ai choisi pour... je connaissais l'histoire de Sylvester, mais j'avais pas tous les détails. Donc, il a bien dit dans une interview qu'il avait écrit cette chanson à l'époque pour les personnes atteintes du sida à San Francisco. Alors c'est vrai, quand on écoute les paroles, on peut parler un peu d'un amour incertain qui peut s'arrêter. Et en fait, c'était à cause de la maladie, il l'a bien dit dans une interview peu avant de mourir. Et c'est parfait, ça rentre tout à fait dans le cadre du spectacle, c'est parfait. On va poursuivre avec de la littérature. Tristan Lopin, après votre livre préféré qui est sans doute le vôtre, Ma psy préfère mon ex, on parle d'un autre livre que vous adorez. Oui, alors ce livre que vous adorez, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, un livre publié en 1943 et qui a bercé notre enfance à tous, je crois bien. Alors Le Petit Prince, une œuvre poétique et philosophique dans laquelle chaque chapitre relate les rencontres du petit prince qui reste perplexe face au comportement absurde des grandes personnes qu'il rencontre, le tout raconté avec un langage simple qui puisse être compris par les enfants. Et c'est d'ailleurs la force de cette œuvre, avoir une très grande profondeur avec un texte relativement dépouillé. Alors une très grande profondeur qui dénonce les absurdités de la vie et qui vaut au Petit Prince d'avoir été qualifié à l'époque de plus grande réponse que les démocraties aient trouvé à Mein Kampf, c'est un critique qui avait dit ça. Alors Le Petit Prince, un livre qui est également une invitation de Saint-Exupéry à ce que chaque lecteur adulte retrouve l'enfant qui est en lui, car comme il le disait, toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Ouais, c'est vrai. Petit Prince, c'est pas très original comme titre de bouquin préféré, mais c'est vrai que il fait partie des seuls livres que je relis vraiment régulièrement et qui m'apaisent, quoi. Je trouve que c'est... et puis faire la paix, retrouver son enfant, l'enfant qu'on a été, c'est quand même quelque chose qu'on essaie tous de faire, je crois. Est-ce que vous comprenez la fin, Tristan Lopin ? Parce que moi, cette fin, elle me perturbe personnellement. Qu'est-ce qui vous perturbe ? Je comprends pas ce qui se passe à la fin. Parce qu'il se passe un truc particulier à la fin. Il y a un suspense, quelque chose en suspens. C'est pas ce qui se passe vraiment dans mes souvenirs. Ah ouais, alors il faudrait que je le relise là du coup parce que j'ai pas de truc qui m'ait choqué spécialement. Je suis restée moi sur un doute de savoir ce qui se passait vraiment à la fin, mais ça peut-être que les auditeurs le ressentent aussi. En tout cas, j'ai lu ce livre il y a un petit moment, mais je sais que je suis restée sur ma fin, c'est le cas de le dire. On va terminer ce voyage dans votre univers culturel avec du cinéma, Tristan Lopin, et votre film préféré. Oui, et ce
film, c'est Les Chansons d'amour, un film musical dramatique sorti en 2007 avec Louis Garrel, Ludivine Sagnier ou encore Chiara Mastroianni. Alors ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il raconte donc l'histoire de Julie et Ismaël qui, pour surmonter leurs problèmes de couple, décident de commencer une relation à 3 avec Alice. Oui, mais voilà, Julie meurt brutalement d'un arrêt cardiaque à la sortie d'un concert. Ismaël, incarné par Louis Garrel, qui chante également la chanson qu'on entend, tente alors de reprendre le cours de son existence sans elle. Il fait alors la connaissance d'Erwan, un jeune lycéen homosexuel, rêveur et romantique qui ne tarde pas à tomber éperdument amoureux de lui. Alors je ne vais pas raconter la fin. Alors, Les Chansons d'amour, en tout cas, c'est une comédie musicale moderne et bouleversante qui, comme Le Petit Prince, est à la fois profonde et parfois innocente de simplicité, avec une morale qui pourrait venir d'Alex Bopin, le compositeur césarisé de la musique de ce film, qui disait dans l'un de ses textes, et c'est par là que je terminerai: il faut savoir s'aimer. Cette faculté à rebondir même au cœur d'une nuit qui semble devoir nous engloutir est ce qu'il reste de plus beau et de plus pur à l'être humain. Les amours libérés sont à la fois une liberté et une sauvegarde. Ouais, c'est très beau. Moi, j'adore ce film. Je le trouve d'une beauté. Enfin, il est à la fois très triste et tellement rafraîchissant. Enfin, ouais, je le trouve. La musique est magnifique et j'adore les acteurs, quoi. Et puis il y a un côté très Jacques Demy, François Truffaut. Enfin, voilà, moi, tout ce qui est cinéma français. D'auteur, c'est ma cam, donc là on est en plein dedans. Avec en même temps de la modernité, donc ce film Les Chansons d'amour à découvrir. Allez tout de suite, Tristan Lepin, c'est le coup de fourchette de Jordi qui vous cuisine sur Radio J. Ça se mange sans fin. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle, bonjour Tristan Bonjour Lopin. Jordi. Alors avant de commencer, je voudrais dire à Tristan Lopin que je vous croise souvent dans la rue. Ouais, moi je suis pas loin de Bastille-Saint-Paul République. Je vous croise et j'ose pas venir vous voir. Donc aujourd'hui le destin a fait que on se croise. Donc maintenant quand on se croisera, enfin quand moi je vous croiserai, est-ce que je pourrais vous dire bonjour? Bien sûr, voilà. Vous souviendrez moi, Jordi. C'est bon, ouais, c'est bon. Bon, super, nickel. Le pompon sur la tête. Exactement, voilà. Alors là, je fais ma chronique devant un confrère, un collègue, j'ai une pression, si ça rigole pas, c'est pas grave, car comme le dit votre producteur, c'est pas parce que les gens rigolent que c'est forcément bon. Non, c'est vrai. Exactement. Je crois que c'est vrai. Ouais, je pense aussi. Donc votre coup de fourchette aujourd'hui, c'est moi qui vous croque, et en parlant de croquer, comment ne pas parler de cette fameuse tablette de chocolat noisette que vous avez tapé entièrement à 13 ans, en colo, ce qui a permis de révéler un talent pour l'humour. J'ai essayé de faire ça moi aussi, j'ai pris une tablette de chocolat, ce qui m'a permis de révéler une crise de foi monumental. Bon, c'est comme ça, j'ai pas gagné en humour, mais j'ai gagné 5 kilos. Vous connaissez le dicton, 5 minutes dans la bouche, 5 ans sur les cuisses. Mais bon. Alors j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur vous sans jamais juger, car c'est pas bien de juger les gens. Alors c'est vrai que quand j'ai su que vous cuisiniez des pâtes au cidre, je me suis dit mais j'ai pas compris, c'est quoi ce genre de personne, Tristan Lopin, des pâtes au cidre? Vous faites ça vraiment? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai fait ça à une grande époque dans mes dîners mondains. Mais heureusement voilà, vous vous rattrapez heureusement avec le cœur fondant au chocolat de chez Picard qui est très 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 bon. Je suis d'accord, exactement. Je suis allé voir sur internet pour savoir qui vous étiez réellement. Et là où j'ai trouvé mon bonheur, c'est sur Instagram. Ouais. Même si je sais qu'Instagram, c'est la promo. Vous l'avez tellement martelé que même moi, je sais où vous jouez. Vendredi, vous êtes à Reims-Tinqueux. Samedi, vrai. Vous êtes à Guy-Primessac. Ouais. Et évidemment, le 11 à Gournay-sur-Marne. Voilà. Et le 23 à Dijon. Allez, on continue. Merci pour la promo du coup. De rien. Alors je suis sûr que vous avez dans votre iPhone une note avec toutes les villes de la tournée que vous publiez à chaque poste et ça copie-colle à foison. Et j'espère qu'à chaque fois vous enlevez bien la ville où vous venez de jouer, parce que sinon ça fait très bizarre sur l'actualité. Hormis la promo, je sais aussi que vous kiffez Instagram. Vous faites une magnifique chorégraphie à la Fnac. Danse avec les stars, ça tient toujours. Vous faites une magnifique chorégraphie à la Fnac. Votre amour pour Louis Garrel et Britney Spears. Alors entre nous, Britney Spears, quand elle publie une vidéo, j'ai très peur que ce soit la dernière. Je la trouve possédée en ce moment. J'ai très peur. Mais heureusement, la semaine d'après, elle revient avec une nouvelle vidéo où elle est danse possédée. Mais vous savez ce qui s'est passé? Non, pardonnez-moi de vous couper. Elle n'a pas publié pendant un petit moment. Les fans se sont inquiétés. Ils ont envoyé la police chez elle, alors qu'en fait, elle s'était juste retirée des réseaux sociaux. Et c'est une histoire vraie. J'adore les Américains. J'ai appris que votre premier spectacle a été créé à la suite d'une grosse rupture amoureuse. Votre spectacle actuel s'est créé pendant le confinement alors que vous sortiez de 2 ruptures amoureuses. Donc aujourd'hui,
aujourd'hui, je tiens à faire passer un message à ma copine. Si tu veux me tromper, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de problème parce que j'ai l'impression que l'inspiration, ça vient de la détresse. Toujours. J'ai remarqué qu'on avait plein de points communs. Vous êtes humoriste, moi aussi. Vous faites de la radio, moi aussi. La semaine dernière, vous étiez à l'Olympia. Moi, j'étais à Olympia, de ligne 14. Donc bon, c'est presque pareil. Autre point commun, le fromage fondu. Ouais. Hier soir, moi aussi, j'en ai mangé. J'adore ça. Je suis sorti, j'ai mangé 1 tonne de fromage. Je suis sorti d'une raclette ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin bref, comme vous, j'aime tout ce qui est à base de fromage. Je peux même dire au serveur, j'aime pas les endives. Il peut me dire, c'est dommage, et c'est un gratin. Bon bah si c'est un gratin, allons-y, hein, d'accord, pas de souci. Et dernier point commun, moi aussi j'ai peur de mourir dès que je sens qu'il y a un truc qui va pas dans mon corps. Et des fois j'ai rien. J'ai même un jour appelé le docteur. Est-ce qu'on peut mourir de rien? Il m'a dit non, pas du tout. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est une longue vie. Et surtout une longue carrière. Donc bon courage pour la tournée, bravo pour les 3 Olympias. Et merci à Radio J de nous avoir posé un lopin. À la prochaine, Tristan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jordi. Et puis pour le succès, c'est bien parti. Merci beaucoup. Jordi, on vous retrouve dans plusieurs comédie clubs parisiens sur votre compte Instagram jordi.journaux et un podcast évidemment sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et toutes les plateformes d'écoute. Vous restez avec nous. Tout de suite, le journal de l'info et puis on poursuit cette émission avec Tristan Lopin, bien sûr. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas et si vous êtes avec nous depuis le début. Merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Tristan Lopin, pour son spectacle Irréprochable en tournée en France et en Europe et de retour à Paris à l'Européen du 10 octobre au 27 décembre. Tout de suite, on va passer ensemble à la séquence tac au tac. Tristan Lopin, vous allez me dire qu'est-ce que c'est, 10 questions, 10 réponses courtes en 2-3 mots. On y va, c'est parti. La recette de l'amour, Tristan Lopin, c'est l'honnêteté. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment. Le climat. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? Je serais qui? Je serais une panthère des neiges. Oh, c'est trop beau. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? D'être solaire. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un? Je suis allé taguer sa fac en écrivant je t'aime sur la porte. J'aurais dit autre chose, mais c'est à découvrir dans le spectacle, évidemment. Ah oui, ouais. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est? La générosité. Vos 3 grands plaisirs du moment ou dans la vie? 4 mages pour une lune de miel. C'est vrai? Le chocolat, ouais. Je regarde vraiment 4 mages pour une lune de miel. Je suis très premier degré sur le sujet. Ouais, vraiment. Le chocolat de manière générale et mes amis. Passer du temps avec mes amis, boire des coups avec mes amis. Votre surnom, Tristan Lopin? Mon surnom? J'ai pas trop de surnoms. Ah bon? Ouais, on m'appelait Citri, quoi, en diminutif, mais j'ai pas trop de noms. Ok. Votre philosophie de vie? YOLO, non, l'enfer, pas du tout. Je sais pas, faire les choses que j'ai envie de faire au moment T. Et justement, votre prochain rêve à accomplir? Réaliser mon film. Ah, mais oui, évidemment, ça c'est un sujet. Et justement, une dernière question pour terminer. Le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer et peut-être à la fin du film. De ma vie? Donc, ouais. merci pour tout. C'est tout pour moi. Et non, on continue quand même. Notre émission continue avec le coup de cœur sur Radio J. Radio. Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, on découvre un coup de cœur en direct, 3AM. C'est le titre de Tony avec son premier single à découvrir, issu de l'EP DNA. On découvre, on en parle avec elle en direct sur Radio J. Stress, no war.
are we waiting for? So what are we waiting for? What are we waiting for? Hey. Et on est en train d'écouter le titre 3am sur l'antenne de Radio J issu de l'EP DNA de Tony. Bonjour Tony. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je suis franchement très heureuse et ravie de t'avoir d'une part découvert dans The Voice. Je crois que c'était il y a 3 ans maintenant, 3 années, c'était en 2020. Ça passe trop vite. Mais je t'ai aussi redécouvert, comme beaucoup je pense, dans l'émission spéciale Amel Bent sur France Télévisions. Un carton, vraiment, où on s'est rendu compte vraiment de toute l'ampleur de ta voix qu'on va découvrir dans l'émission évidemment aujourd'hui. Mais d'abord l'envie de savoir qu'est-ce que tu as voulu dire dans ce titre que nous sommes en train d'écouter, très soul pop électro en même temps. Ce morceau c'est littéralement un mantra, c'est pour ça que c'est un peu une loupe, ça se répète tout le temps. C'est un mantra qui célèbre la liberté, l'envie de faire ce qu'on a envie de faire, de ne pas se brider, de ne laisser personne nous dire quoi que ce soit, de laisser tous les problèmes. Ça peut être dans tous les domaines, la musique, la vie, en général, le travail, tout ce que vous voulez. Si vous vous sentez à un moment touché par les mots, c'est que ma mission est accomplie. Et bien dans cette mission accomplie, on va te demander si tu veux bien de te présenter toute seule. C'est ce que j'aime bien faire dans cette émission parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu as 1 minute pour nous expliquer au-delà de The Voice évidemment d'où tu viens, ton parcours professionnel et ton univers. C'est parti. Alors je m'appelle Antonia mais tout le monde m'appelle Tony. J'ai 26 ans, je chante depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé ça, le chant, la danse, le théâtre, ça m'a toujours intéressée. Je suis très grognon, j'aime pas beaucoup le matin, je dors très peu, je travaille beaucoup, je suis très 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 exigeante dans tout ce que je fais, mais aussi très feignante. Donc voilà, c'est super carambolesque comme personne. J'ai fait The Voice effectivement, c'était une superbe aventure. Au-delà de ça, j'aime beaucoup entreprendre beaucoup de choses. J'ai beaucoup de visions, trop de visions dans ma tête. J'ai pas d'argent pour le faire et pourtant je suis là et je suis super contente d'être là aujourd'hui. Et c'est génial, c'est très bien résumé et ça nous fait beaucoup sourire et pour en tout cas cette honnêteté. Alors justement, on parlait en off de cet album, de cette EP qui s'appelle DNA, qui est complètement autoproduit. Exactement. Est-ce que tu as besoin d'aide, Tony ? J'ai besoin d'aide. Oui, j'ai besoin d'aide. J'ai aussi beaucoup de mal à demander de l'aide. Parce que je suis persuadée que je peux y arriver toute seule. On va le faire, mais on va le faire d'abord en musique parce qu'on va t'écouter en direct. On est en train d'écouter le deuxième titre qu'on va découvrir en live qui s'appelle For You. Mais il n'y a pas mieux que de le découvrir en direct avec Schneor à la guitare aujourd'hui pour t'accompagner. Alors c'est quand vous voulez et on y va. Go. Allez. C'est parti. 4 in the morning, remember me while we were feeling this energy. I'm willing to go so far, so deep, on the edge of reality. Whatever you ask for, I will give. There's no other place I'd rather be. So sweet, I did it for you when nobody else would know what I went through. When I had enough for you. When I felt that my whole world was turning blue. 'Cause I did it for you. I did it for, thank you 'cause you get me high. Only you make me feel alive. I fell, never touched the ground. Close my eyes, now I see the light. You carry me flaws and all. I will always be there when you call. 'Cause it don't matter what the time or the place. I did it for you.
when nobody else would know what I went through. When I had enough for you. When I felt that my whole world was turning blue. 'Cause I did it for you. I did it for when the sky is falling and it's stripped of everything. Take my hand, that is when freedom begins. So let your head down, enjoy the ride, never look back, get up and say I did it for you. When nobody else would know what I went through. When I had enough for you. When I felt that my whole world was turning blue. 'Cause I did it for you. Bravo Tony, merveilleux, Merci. franchement bravo, c'est extrêmement efficace comme refrain. Merci. On le verrait très bien tourner sur toutes les radios. Je pense que Tristan Lopin est d'accord avec moi pour... il a kiffé. Mais tout, je vais relayer. On va relayer. Et puis on va relayer aussi cette info puisque vous êtes en tournée dans toute la France aux côtés de Black M pour la légende Black Effectivement. Tour 2023. Qu'est-ce que vous allez faire à ses côtés? Est-ce que c'est une première partie? Est-ce que vous êtes dans les chœurs également? Dites-nous tout. Alors je suis dans les chœurs, je vais pas vous mentir, je sais même pas si j'ai le droit de le dire à la base, mais Eh ben, c'est fait. Mais voilà, c'est fait. Donc voilà, je suis dans les chœurs, les arrangements, tout ce que vous voulez. Voilà, ça va être incroyable. On est ravis de savoir ça. On retrouve cette EP solo DNA sur les plateformes, j'imagine. Quand? Dites-nous, est-ce que c'est déjà accessible? Alors c'est non, bientôt. ce C'est sera bientôt, accessible à la rentrée 2023. Parce que voilà, étant une artiste indépendante, c'est très difficile. Donc ce sera au mois de d'aboutir septembre. au projet. Ouais, exactement. Septembre 2023, c'est la mission. Et vraiment, si ça ne sort pas d'ici là, c'est que vraiment. Mais ça va sortir. Mais là, on est plus qu'en exclusivité. Moi, je suis ravie. Premier concert parisien fin 2023. Je serai là, Tony. Merci. C'est promis, juré. Je Merci. pense qu'on sera même très nombreux. Rappelons aussi que vous avez aussi accompagné en tournée pendant 5 ans de multiples DJ, producteurs de la métropole, que vous êtes fait aussi très rapidement un nom dans l'industrie et gagné le respect aussi des plus grands noms du paysage musical français avec ce style où vous êtes doté, voilà, on dit que vous êtes la nouvelle prêtresse de l'électro-pop urbain. On vous souhaite une très très belle continuité évidemment. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, Twitter, I am Tony Music avec un C à la fin, TikTok, TikToks, Instagram, I am Tony Music et puis évidemment sur Facebook avec Tony avec une petite barre sur le haut. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui, Merci de Tony, m'avoir c'était un reçu. bonheur et merci beaucoup à Schneor de vous avoir accompagné pour la deuxième fois avec nous sur l'antenne de Radio J. Il y en aura d'autres. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Tony. Tout de suite, c'est la suite de cette émission, évidemment. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et oui, on ne vous a pas oublié, Tristan Lopin. C'était le temps pour Nathalie Daudrieux de prendre ses petites notes, de faire un résumé, si on peut dire ça comme ça, une petite analyse de ces minutes que nous avons passées ensemble. Tout de suite, c'est donc votre portrait vu dans les yeux et la sensibilité de Nathalie Daudrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Tristan Lopin. Ravie d'avoir assisté à cet échange très riche. Et je suis tout de suite en lien avec un petit mantra avec lequel je me suis réveillée ce matin. C'était un accord Toltec que vous devez connaître probablement, qui est assez populaire. C'était que ta parole soit impeccable. Et donc j'étais avec l'idée que voilà, il y a ce réajustement pour pouvoir, entre le premier show et le deuxième show, pour pouvoir être encore plus proche de qui vous êtes, de se réajuster avec un peu plus d'authenticité. Ouais, c'est vrai. Et que ça passe par les mots. Donc j'ai vraiment fait un pont avec ceux avec quoi j'ai commencé ma journée. Et ça teinte tout de suite votre discours. Alors, il y a quand même une différence, un contraste assez fort entre le petit garçon que vous étiez et l'homme que vous êtes aujourd'hui. Vous dites que vous étiez un petit garçon timide, assez réservé, qui avait peu de copains, qui prenait peu de place et qui avait du mal à s'exprimer. Il y a un vrai contre-pied parce qu'aujourd'hui, vous parlez de votre bande de potes et d'amis comme étant quelque chose qui doit être vraiment un socle sur lequel vous vous appuyez. Vous parlez de l'entourage, des parents, bien sûr, mais même la nourriture peut-être artistique de votre show prend aussi racine, j'imagine, dans les cafés et les terrasses. C'est sûr. J'ai tout de suite eu cette image très forte, loin du petit garçon que vous décrivez. Ouais, c'est vrai.
Et vous dites, je prenais peu de place. Alors, c'est un petit peu encore calme dans le corps aujourd'hui, ici dans le studio. À part quand vous parlez de vos passions, il y a tout de suite les bras qui s'étendent. Il y a tout de suite une place immense qui vient dès que vous parlez de ce qui vous anime, de ce qui vous habite. C'est un contraste là aussi très très évident dans le corps. Ah, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe. Mais Et puis tout de suite, quand vous êtes dans l'écoute, il y a un mouvement beaucoup plus calme, les jambes croisées, les pieds pas tellement agités sous la table, ce qui peut être parfois un signe de nervosité. Et là, pas du tout. Il y a comme un rapport d'équilibre entre le corps et l'esprit, et je dirais une congruence entre les mots et les actes. Voilà, c'est-à-dire le fait d'être aligné, voilà, d'être vraiment centré. Il y a aussi un lien que j'ai fait entre l'idée de créer du lien avec son public, d'être à la fois intime, d'être ensemble. Et vous dites que vos parents vous emmenaient souvent au cinéma quand vous étiez petit et que ça permettait pour vous de faire des ponts entre des personnes différentes. Ouais. Comme si il était important d'aller voir au-delà des classes sociales. Vous dites maman était bourgeoise, on ne sait pas trop papa de quel... Ah si, aussi. Mais aussi, voilà. Et c'est peut-être un petit peu ça déjà qui donne envie de rassembler et de créer des liens et des ponts entre les différentes personnes et les différentes classes sociales. C'est ce que j'ai pu me dire et connecter. Alors... Évidemment, au centre de votre existence, il y a un traumatisme dont vous parlez avec beaucoup de liberté. Vous êtes vraiment porteur d'un message qui est « on peut avancer avec ça ». Oui, je crois, ouais. C'est ce que vous dites. C'est un message qui dit que « ok, ça ne me définit pas, ça fait partie de mon histoire, mais vous n'êtes pas conditionné par cela ». Non. Enfin, j'essaie de m'en détacher au maximum, ouais, bien sûr. Pour éviter la victimisation, bien sûr, mais aussi pour sortir de la culpabilité, de la honte et de tout ce qui pourrait s'en suivre comme type d'émotion, du genre la colère, le ressentiment. Vous mettez tout ça dehors avec toutes vos émotions et vous dites, vous vivez beaucoup les choses avec intensité. Alors, ça peut faire de vous peut-être un hypersensible, très connecté, mais qui a besoin aussi de trouver ce dosage entre je garde aussi ce gap. Vous parlez du gap entre ce que je montre de moi, ce que les gens ont perçu comme image à l'extérieur, et en même temps, en réalité, j'ai aussi un jardin. Ah, carrément, bien sûr, mais je pense que c'est très important. Ouais, en tout cas, chez vous, c'est très vivant, c'est très parlant. Il est évident que de ce petit garçon parfait, de cet ado lisse que vous avez voulu être, c'était des personnages qui étaient joués. Alors vous dites, je suis compliquée. Oui, c'est vrai qu'il y a encore cette part un petit peu floue, un petit peu obscure entre le fait de je sors du jeu que je jouais lorsque j'étais ado, et pourtant je rentre dans le monde des jeux. Alors plus. C'est ce qu'on s'est dit. Et je suis au service des personnages et des histoires, et j'ai besoin de me raconter et de peut-être défendre ou dénoncer, mais d'une façon, par des biais cognitifs, par des biais ludiques, voilà, des choses et des sujets importants. Moi, ça m'a connecté aussi avec une petite citation de Carl Gustav Jung qui dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Ouais, je pense que c'est vrai, de manière générale, pour les gens. Enfin, ça teinte toujours ce qui nous est arrivé, mais on choisit qui on veut être, je pense. Exactement. Alors, une façon de s'occuper de ça et d'en faire une thérapie artistique, créative et culturelle et partagée, il y a aussi le fait que vous dansiez sur scène. J'ai noté ça. Alors, il y a aussi ce que vous avez vécu et vous dites « j'écris à partir de ce dont je me souviens ». La mémoire, on le sait, elle est sélective, mais le corps, il a également une mémoire, les mémoires cellulaires. Et donc, peut-être, sans le savoir, vous faites aussi une thérapie corporelle en dansant sur scène. Une façon d'exorciser des émotions qui seraient vécues et enquistées, et on dit cuirassées dans le corps. Donc c'est peut-être aussi un mouvement dont vous avez besoin. D'ailleurs, le mot émotion, ça veut dire e movere du latin, hors de et mouvement. Donc il est vraiment important de mettre quelque chose dehors. Et c'est tout à fait ce que vous faites d'une façon naturelle, peut-être sans le savoir. Alors continuez à danser. Moi j'ai la sensation que j'ai un homme qui sait saisir les opportunités et créer sa vie, son chemin à partir de tout ce qu'il a vécu dans ses histoires et ses victoires.
Merci beaucoup. Tristan Lopin. Merci beaucoup. Et merci à vous Nathalie Daudrieux que l'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J. Merci Tristan. Merci à vous infiniment, à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tristan Lopin pour votre spectacle irréprochable en tournée en France et en Europe. 14 mars 2023, 20h30 à Aulnay-sous-Bois, j'ai noté pour ceux qui nous écoutent. Et notamment le 18 mars à 20h30 à Aubervilliers. Bravo encore une fois de faire ces petites et grandes salles pour donner la chance à toutes et à tous de venir vous voir. Vous serez aussi de retour à Paris à l'Européen du 10 octobre au 27 décembre 2023, tous les mardis et mercredis à 21h30. Merci pour cet échange encore une fois. Merci à vous. Merci aussi à l'artiste Tony d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. Toute aide bienvenue évidemment. S'il y a des labels qui nous écoutent, des producteurs, eh bien on est tout à fait preneurs et on va vous écouter pour finaliser cette émission. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair, le maestro derrière la console, et Clément pour la réalisation vidéo. Notez d'ailleurs que vous pouvez réécouter nos invités, nos émissions, nos rubriques en podcast sur le site officiel de radioj.fr, YouTube et les plateformes de streaming. Rendez-vous demain, chers auditeurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis avec encore un autre artiste, Marca, célèbre artiste belge et accessoirement le père d'Angèle et Roméo Elvis pour cette success story